Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Lors des présentes vidéos, nous avions eu à travailler sur le routage statique qu'on avait aussi donné ses avantages et ses inconvénients. Après ça, on a parlé du routage dynamique avec le protocole RIP. On avait dit que le protocole RIP était, je crois, le premier protocole de routage dynamique à voir le jour. Ça avait été mis sur pied en 1988. Dans cette vidéo, nous verrons un autre protocole de routage dynamique appelé OSPF. OSPF d'abord, c'est quoi? OSPF veut dire Open Shorted Pass First. Il existe en deux versions, à savoir la version 2 et la version 3. Donc la version 2 qui prend en charge les réseaux IPv4 et la version 3 maintenant qui gère les réseaux IPv6, du moins en IPv6. Ok. C'est un protocole de routage à état de lien, contrairement à RIP qui est un protocole de routage à vecteur de distance. Donc, il est nettement meilleur que le protocole RIP qu'on avait eu à étudier. C'est un protocole qui est libre, donc c'est un protocole qui est standard. Standard, ça veut dire que presque tous les constructeurs de matériel réseau peuvent implémenter ce protocole sur leur matériel. Le protocole de routage OSPF utilise l'adressage sans classe, communément appelé le classless, classless, qui veut dire l'adressage sans classe. Donc, il peut prendre en charge les masques à taille variable, contrairement au protocole RIP qu'il faut ajouter une petite commande pour pouvoir prendre cette configuration en cours. Le protocole OSPF est un protocole qui converge très rapidement, contrairement au protocole RIP. Nous avons eu à configurer le protocole RIP lors des vidéos précédentes. Nous avons vu que la convergence du protocole RIP était assez lente. Donc, c'est aussi l'une des causes qui a mené à la création d'un protocole de routage qui converge rapidement comme le protocole OSPF. OSPF utilise un algorithme appelé algorithme de Dijkstra. L'algorithme de Dijkstra, bon, je vous expliquerai en détail l'algorithme OSPF qui est implémenté par Dijkstra. OSPF est encore scalable, qui veut dire il utilise ce qu'on appelle la notion d'area. Bon, un area c'est un peu comme une zone, donc une zone où est implémenté un certain nombre de routeurs. Donc par zone, on peut implémenter, je crois, en moyenne maximum, on peut implémenter 15 routeurs. Oui. À plus de 15 routeurs, il va falloir créer une nouvelle zone. Sans oublier que notre protocole de routage OSPF utilise le MD5 pour sa sécurité. Donc le MD5 c'est quoi? MD5 c'est seulement une fonction de hachage cryptographique qui permet d'obtenir l'empreinte numérique d'un fichier. Dans notre cas, il permet seulement de sécuriser les échanges de route entre nos différents routeurs lors du changement de topologie. Bon, je vais un peu essayer de vous expliquer de manière brève l'algorithme OSPF.
L'algorithme OSPF, il permet de créer une relation de voisinage entre les différents routeurs via l'adresse de multicast 224.0.0.5. Ok, avec le protocole RIP c'était plutôt 0.9, donc avec le protocole OSPF c'est 224.0.0.5. Donc, j'ai dit qu'il permettait que l'algorithme OSPF permet de créer une relation de voisinage entre les routeurs via le multicast avec l'adresse 224.0.0.5. Donc, entre ces différents routeurs, ils s'échangent des paquets appelés des paquets LSA. LSA qui veut dire link state advertisement. Ok. Ces paquets permettent seulement d'échanger les différents une minute. Donc, les paquets LSA, ça veut dire des paquets ou des messages. Donc, ça permet seulement de créer des relations de voisinage entre les différents routeurs. Donc, le but premier, c'est seulement de pouvoir avoir le meilleur chemin de manière simple. Donc, ça permet de voir le meilleur chemin entre deux routeurs. Et le but premier d'abord de ces gens, c'est quoi? Ça permet de construire la topologie. D'accord? Donc, chaque routeur doit avoir une vue globale sur le réseau. Donc, tous ces gens de paquets LSA, ça permet seulement de construire la LSDB de chaque routeur. La LSDB. Oui, LSDB. Ok. Ça permet de construire la LSDB de chaque routeur. Vous voyez? LSDB, ça veut dire Link State Database. Donc, ça permet de dire à chaque routeur, ça permet de trouver par exemple quoi, que ce soit le coût ou l'état du lien. Et l'état du lien de chaque routeur. Vous savez que, contrairement au protocole RIP, pour trouver le meilleur chemin ne dépend pas seulement du nombre de sauts d'un routeur. D'accord? Donc, ici, là, trouver le meilleur chemin est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que il y a deux choses qui entrent en jeu. Il y a le coût d'abord. Il y a la notion de coût. Il y a le lien. Donc, je disais le coût et l'état de lien. Donc, par exemple, les liens, vous voyez, j'ai mis les liens serrés et les liens gigabit Ethernet. Ce n'était pas au hasard. Pourquoi? Parce que les liens serrés ont un coût plus grand, si je ne me trompe pas. Les liens serrés ont un coût élevé par rapport au coût giga. Donc, ça veut donc dire que l'algorithme SPF va plus se baser sur les liens qui ont les coûts faibles. D'accord? Si par exemple je suis sur mon LAN A et que je suis maintenant envoyé un paquet sur mon LAN B, vous voyez que étant donné que les liens serrés sont plus grands que les liens giga, vous voyez que mon paquet ne pourra jamais quitter de mon LAN A partir donc passer de R1 de R2 R1 jusqu'à R3. Vous voyez que ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas du tout possible.
si on prend en compte le coût des liens, notre paquet quittant de LAN A viendra plutôt de R2, R2, R4, R5 afin de joindre maintenant mon LAN B. Vous voyez, donc le protocole OSPF est beaucoup plus puissant que notre protocole RIP. Pourquoi? Parce que il prend en compte la bande passante qui est située sur chaque lien. Si par exemple ce lien se venait à être coupé, l'algorithme SPF sera encore recalculé de 0 et tous les routeurs auront encore maintenant donc vont refaire une mise à jour de leur LSBD et sa convergence est très rapide. Donc le temps pour que le paquet circule après la rupture d'un lien, c'est quelques secondes. On peut dire c'est 2-3 secondes max. Contrairement au protocole que j'avais attendu, je crois dans les 10 à 15 secondes. Donc c'est assez lent. Ok. J'espère que j'ai fait le petit tour sur quelques petites explications sur notre protocole OSPF. J'espère que je n'ai pas oublié quelque chose. Bon, j'ai quand même oublié beaucoup puisque je n'ai pas parlé de tout. J'ai aussi dit que lors des échanges de différentes routes entre les routeurs, c'est protégé par l'algorithme de hachage MD5. Donc, tout ce qui va transiter entre ces routeurs, cela seront hachés. Donc, ça sera crypté. Donc, s'il y a quelqu'un qui est placé sur un bout, il ne pourra pas intercepter ces différents paquets. En fait, je suis voulu parler de quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que je ne peux pas parler de tout concernant le protocole OSPF. C'est un protocole qui est assez complexe et assez long. Donc, je me suis limité seulement au protocole à OSPF à zone unique. Qu'on va arriver au côté de OSPF à zone multiple, on parlera encore de certaines choses. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas encore en parler pour l'instant. Ça, c'est encore la configuration basique de OSPF. Ok, j'espère que la vidéo n'a pas quand même été assez longue. N'a pas été assez longue. J'espère que les explications que je viens de donner là pourront vous servir à mieux comprendre ce protocole. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à configurer les différentes interfaces. Et si le temps nous permet, on continuera avec la configuration du routage dynamique proprement dit. Ensuite, maintenant, nous ferons maintenant les tests et perspectives. Ok. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous avez une quelconque difficulté sur l'une de mes vidéos, veuillez mettre un commentaire ou vous m'envoyez tout simplement un mail. Ok, merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo.